Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Voici les titres du jour. On commence par prendre la direction de l'Amérique. D'abord, grâce au documentaire, reportage et chronique d'Arthur Genre. Portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Jeanne, aujourd'hui ils ont 25 ans et pourtant cette petite tête ronde et ce teint jaune poussin, les emojis, c'est au cœur de votre chronique aujourd'hui parce que vous nous faites découvrir quels sont les nouveaux icônes qui vont apparaître sur nos claviers dès 2024. Absolument, plus d'une centaine de nouveaux pictogrammes sont actuellement en version bêta, devraient éclore au printemps. C'est l'occasion de revenir donc sur ces images mondialement utilisées, partagées, échangées, qui ne sont peut-être pas de petites innocentes têtes jaunes comme on le croit, en tout cas en quête au pays des gens qui rient et des gens qui pleurent. Tout à l'heure magnifique. Avec moi. Bon. Et puis combien y a-t-il de quarts d'heure dans 3 quarts d'heure? Figurez-vous que seuls 50% des élèves qui entrent en 6e savent répondre à cette question. Un constat inquiétant qui est partagé par le Conseil scientifique de l'éducation nationale. Les experts s'inquiètent pour l'avenir, mais des solutions se mettent en œuvre aussi pour accompagner les élèves dans l'apprentissage des maths de manière ludique aussi. Et c'est ce que fait notre invité notamment. Bonjour Gaëtan Le Priol. Bonjour. Soyez le bienvenu dans l'émission. Vous êtes chargé des relations abonnés et des partenariats chez Quick, pas les burgers. Vous allez voir, on en parle dans un instant, juste après le focus. Beaucoup l'ont découvert dans Quotidien sur TMC. Arthur Genre a lancé dès 2015 sa chaîne YouTube consacrée à l'histoire et à la culture américaine. Une chaîne qui rencontre un franc succès. Vous allez le voir, son portrait nous est tiré aujourd'hui par Xavier Terrade. Je me présente, je suis Arthur Genre et sur ma chaîne YouTube, je parle d'histoire et de culture américaine. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Avant de se faire embaucher comme journaliste pour Quotidien sur TMC, Arthur Genre a étudié et travaillé entre 2018 et 2020 aux États-Unis. Une destination qui l'intéressait particulièrement, à tel point que dès 2015, le jeune homme a lancé sa chaîne YouTube consacrée à l'histoire des États-Unis et à sa culture. Une chaîne qui a 8 années plus tard, plus de 142 000 abonnés. Le jeune homme y avait donné notamment des clés pour mieux comprendre l'élection présidentielle américaine. Mais à chaque fois, les étrangers ont un petit peu de mal à comprendre le système américain. En 2016 par exemple, Hillary Clinton a perdu les élections alors qu'elle avait plus de voix que Donald Trump. Ça a laissé le monde un peu perplexe. Et pourtant, c'est tout simplement comme ça que fonctionne le système américain. Je vous explique tout. Après avoir débuté avec des vidéos d'un format allant de 15 à 30 minutes, Arthur Genre a plus récemment explosé les compteurs en offrant à ses fans des vidéos plus longues, entre 40 et 50 minutes. C'est notamment le cas de sa vidéo sur la mafia. Sa vraie histoire du parrain a été vue plus de 563 000 fois, son plus grand succès à ce jour. La mafia que l'on connaît aujourd'hui s'est développée en Sicile au milieu du 19e siècle, alors que la région était très instable politiquement suite à l'unification de l'Italie. À la base, c'était des sortes de milices privées engagées par les plus riches pour protéger leurs terres face aux nombreuses révoltes des paysans. La mafia sicilienne s'appelle la Cosa Nostra, notre chose ou ce qui est à nous, un nom que l'on ignorait encore à l'époque et que l'on va découvrir bien plus tard. MTV, Disney, le 11 septembre, les armes, mais aussi l'emblème du burger et le développement des fast-foods, rien ne lui échappe. Le fast-food a donc été une révolution qui raconte bien plus qu'une simple histoire de burger. C'est une institution qui a transformé la culture américaine, son économie et même ses paysages. Aujourd'hui, je vous raconte la folle histoire des fast-foods, un réel symbole des États-Unis pour lequel les Américains ressentent autant de fierté que de honte. Des contenus qu'Arthur Genre partage aussi parfois sur TikTok, mais dans un format beaucoup plus court. Le niveau des élèves de 6e est en chute libre. Depuis des mois, le Conseil national de l'éducation nationale, le Conseil scientifique de l'éducation nationale alerte sur des difficultés que rencontrent les élèves du collège et notamment en mathématiques. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment rendre l'apprentissage des mathématiques et des sciences plus largement un peu plus agréable? Mais on va poser la question à notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler, Gaëtan Le Priol. Vous travaillez chez Quick, donc on le rappelle, ce n'est pas du tout l'entreprise de restauration rapide, fast-food, mais bien un logiciel. Vous allez nous en parler pour apprendre les maths, la physique, chimie et d'autres matières. Je le disais en introduction, combien de quarts d'heure y a-t-il dans 3 quarts d'heure? Seuls 50% des élèves qui entrent en 6e savent répondre à cette question. Ça paraît complètement affligeant et inquiétant. C'est un constat qui est partagé par le Conseil scientifique de l'éducation nationale, mais pourquoi le niveau en mathématiques des Français est-il si alarmant selon vous, Gaëtan ?
Alors, pour être très sincère avec vous, j'ai pas forcément de réponse. Je suis pas sûr qu'il y ait une réponse à vous donner à ça. J'imagine que c'est plusieurs éléments. J'ai pas vraiment de réponse particulière à ça. Nous, on est juste parti du même constat que vous, en tout cas, ça c'est sûr. On a constaté ça. On n'est pas forcément allé chercher les causes de le pourquoi, du comment. C'est assez difficile, je trouve, à mesurer. Maintenant, ce qu'on a pu constater, c'est effectivement les mêmes choses que vous. Il y a des vrais soucis. Et donc, on a cherché des solutions pour remédier tout simplement à ça. Pourquoi pensez-vous que de nombreux élèves rencontrent aujourd'hui des difficultés dans l'apprentissage des mathématiques? Parce que les maths, notamment, ça fait peur, ça impressionne, ça paraît complexe au premier abord. Ouais, je pense qu'il y a un petit peu de ça, effectivement. Je pense que l'approche qui a été prise pendant toutes ces années à l'école, au collège, au lycée, etc., notamment par les enseignants ou par l'éducation nationale, a peut-être pas toujours été la bonne, ou en tout cas a peut-être pas été faite de manière à intéresser vraiment les élèves, ou en tout cas peut-être pas de manière assez ludique, peut-être voilà. En tout cas, nous, c'est encore une fois le constat qu'on a fait, et c'est ce sur quoi on s'est basé pour créer Quick et pour essayer d'apporter justement quelque chose d'un peu plus ludique, d'un peu plus sympa, et de regagner l'intérêt des élèves qu'on voit bien qui est en train de diminuer. Voilà, bon, donc on a la prétention de penser que Quick permet effectivement à son échelle de récupérer quelques élèves comme ça. Ouais. Quick, dans le mot d'ordre, est chaque élève peut être bon en maths. Est-ce que c'est vrai ? Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que chaque élève peut s'améliorer, ça c'est certain. Nous, on en est la preuve formelle, vivante, hein, clairement. On a des statistiques qui le prouvent, on a des enseignants tout simplement qui utilisent le site et qui nous le disent, donc qui le constatent entre le début de l'année et la fin de l'année, une véritable évolution chez certains de leurs élèves, parfois tous les élèves, parfois pas tous les élèves. Après, de toute façon, ça restera toujours pareil. Ouais. Il faudra toujours de la motivation des élèves. Nous, on offre un outil intéressant, utile et qui peut les aider à... Mais après, la balle, elle est toujours dans le camp des élèves. Elle restera toujours dans le camp des élèves. Donc, je dirais que, voilà, on fait ce qu'on peut pour augmenter la motivation, l'intérêt. Mais après, il faut quand même que ce soit aidé par les enseignants, les élèves, les parents. Alors, comment est-ce que vous vous y prenez justement ? Quick, c'est quoi ? C'est une plateforme, on pourrait présenter ça comme une plateforme, un site internet sur lequel les élèves peuvent s'exercer sur ces matières ? Exactement, c'est exactement ça. Nous, on dit qu'on est un site d'entraînement. Donc on est à destination des collégiens et des lycéens. Alors c'est essentiellement en mathématiques, c'est comme ça que le site a été créé à la base. Maintenant on s'est développé. On est aussi en physique-chimie, on est aussi en français qu'on a lancé tout récemment. Voilà, donc le but c'est simplement que nous on a une base d'exercices, donc on a plus de 10 000 exercices différents. Et la chose principale qu'on apporte, c'est que nous on a des valeurs générées aléatoirement. Donc notamment en mathématiques c'est très parlant. C'est-à-dire que vous allez avoir un exercice avec des valeurs, mais en fait deux élèves qui sont en train de faire le même exercice vont en fait avoir des valeurs différentes. C'est quoi les valeurs ? Les valeurs type les nombres, les chiffres, etc. C'est-à-dire que si vous avez 3x... Vous parlez à deux nuls de maths. Pardon, désolé, excusez-moi. Mais voilà, en gros, oui, si vous avez un 3x plus 2 d'un côté, vous pouvez avoir un 6x plus 4 de l'autre côté, ou 8x plus... La formule reste la même. La formule, le type d'exercice reste le même, mais les valeurs changent. Vous vous doutez bien, j'imagine, de pourquoi est-ce qu'on a fait ça, puisque quand les élèves font un devoir... quand les élèves font un devoir chez eux, en fait, ils peuvent... S'il y en a un qui trouve la réponse, après, rapidement, il va donner la réponse à l'ensemble de ses camarades. Et dans l'époque actuelle, avec les réseaux sociaux, c'est très facile de communiquer avec ses collègues. Donc on a été obligé de faire ça parce que sinon on s'est rendu compte que ça perdait cruellement de l'intérêt pour notre site, tout simplement. C'est ce qui vous différencie de vos concurrents aujourd'hui ? Oui. Cette personnalisation ? Oui, en grande majorité, oui. Et puis le fait qu'on soit une véritable équipe... voilà, qui puisse répondre en permanence à nos enseignants, même en dehors des heures entre guillemets de travail. On a aussi une équipe d'étudiants qui répond aux élèves quand ils ont des soucis sur le site ou aux enseignants parfois également. Voilà, on essaye d'être le plus présent possible et d'accompagner au maximum à la fois les enseignants qui utilisent notre site et les élèves qui l'utilisent également. Et les exercices que vous proposez aux élèves, ils s'adaptent en fonction de leur niveau et de leur progression au fil de l'année ou... Alors, pas forcément au niveau de la progression, ça on laisse quand même toujours... Nous on n'a pas la prétention de prendre la place d'un enseignant, on n'est absolument pas enseignant chez nous d'ailleurs, donc on veut pas se substituer au rôle, on veut juste l'accompagner, l'aider et apporter un plus, donc c'est toujours l'enseignant qui va être à charge de vraiment trouver
la manière de faire évoluer son élève, ses élèves, ça dépend en fonction des classes. Voilà, nous, ce qu'on a par contre, c'est des exercices qui vont être triés de la 6e à la terminale, par groupe de niveau, puis ensuite par chapitre, sous-chapitre, etc. Donc vous allez pouvoir faire une recherche assez précise, trouver des exercices précis dans un domaine précis. Sur le thème qui est abordé dans la classe. Sur le thème qui est abordé, ou pas en fait. Même si on voulait faire par exemple une révision sur des années précédentes, on se rend compte qu'une classe, par exemple, a des lacunes assez importantes sur le théorème de Pythagore, je dis ça un petit peu au hasard, et ben vous allez sur notre site, vous tapez Pythagore, vous allez trouver plein d'exercices en rapport avec Pythagore, et vous pouvez les donner à faire à vos élèves. Là je parle si vous êtes enseignant, vous pouvez les donner à faire à vos élèves, et les élèves s'entraînent dessus, et donc espérons, récupère les lacunes. Sachant que j'ajoute, je me permets, excusez-moi, en fait, nous, ce qu'on incite, c'est qu'on incite les élèves à faire et à refaire les exercices autant de fois qu'ils le souhaitent. C'est ça la clé pour notamment l'apprentissage des mathématiques. C'est de ne pas avoir peur de l'erreur, en fait. J'ai l'impression, en tout cas, les retours qu'on a, nous, de nos enseignants, vont dans ce sens. C'est-à-dire que ce qui est énormément apprécié par les élèves, c'est justement ça, le fait de pouvoir refaire les exercices, et le fait que nous, on ne garde que la meilleure note. Ça ne veut pas dire qu'on ne garde pas trace du reste du travail, parce qu'on considère que c'est très important aussi de voir la persévérance d'un élève, l'évolution d'un élève, l'amélioration. Mais finalement, ce qui nous intéresse, c'est que l'élève puisse refaire l'exercice autant de fois qu'il le souhaite. Et lui, il est très content, parce que s'il est parti d'un 12 et qu'à la fin, il a obtenu un 20, et en fait, lui, sur sa copie, il a écrit 20, et donc il est très satisfait, il voit qu'il a obtenu 20, et d'un autre côté, l'enseignant peut constater qu'il est parti de 12, qu'il a fait plusieurs tentatives, plusieurs essais pour arriver à obtenir ce 20, et ce qui finalement est aussi intéressant pour les enseignants. Oui. Donc, on a tendance à penser que tout le monde s'y retrouve. On ne sanctionne pas effectivement l'erreur de l'élève, et au contraire, on met en avant sa progression. Donc Jeanne, j'ai compris que c'était pas trop votre truc quand vous étiez jeune, les maths. Est-ce que vous aurez aimé avoir une solution comme Quick ? Je me demande, moi, surtout s'il y a une cervelle faite pour les mathématiques et une cervelle faite pour la littérature ou pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a des prédispositions ? Moi, j'aurais bien aimé, c'est pas que j'aime pas les maths, c'est que trop d'abstraction me handicape et ensuite me fait peur, et l'échec ensuite, évidemment, mais amer. Mais du coup, est-ce qu'il y a des prédispositions ou pas ? Vous pensez ? J'aurais tendance à penser peut-être un petit peu, mais je pense qu'on en fait trop sur ces prédispositions, et qu'ensuite on a tendance, notamment quand on est au collège ou au lycée, on a tendance à penser qu'on est déjà prédestiné. Donc soit on a tendance à penser oh bah oui, moi les maths j'aime bien et donc ça me plaît, soit à l'inverse on a tendance à penser oh bah non, moi les maths voilà, et ensuite on se décourage un petit peu, je pense, et donc on s'entraîne finalement aussi vers le bas. On peut le dire comme ça. Vous étiez bon en maths, vous ? J'étais bon en maths, ça va. Ouais, ça va. Bon, on continue à parler des mathématiques dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du trauma aussi, évidemment. On sent que, Jeanne, c'est compliqué aujourd'hui, cette chronique, mais on va y arriver. On fait un tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Gaëtan Le Priol de chez Quick. Mais juste avant de reprendre nos discussions passionnées sur les mathématiques, on laisse place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Allez, on parle emoji avec vous, Jeanne. Ils ne sont pas si jeunes puisqu'ils entrent dans leur 25e année et depuis leur création, ils ont conquis la planète entière. Absolument. 92% de la population française en ligne les utilise et 5 milliards d'entre eux sont échangés quotidiennement. Système, norme, corps d'émotion pour les uns, nouveau hiéroglyphe pour les autres. Nos plus de 3500 smileys nous accompagnent au quotidien pour exprimer nos envies, nos humeurs, nos emmerdes. Ils sont présents dans la pub, ils sont présents dans les films. Et au moment où je vous parle, leur présence sur Twitter est comptabilisée. Le nombre exact d'éclats de rire ou de poupes emoji est envoyé à chaque seconde apparaît en temps réel sur le site Emoji Tracker. Ils sont partout et Philippines, leur famille s'élargit. Alors justement, quels vont être, Jeanne, nos nouveaux emojis? Alors 118 nouveaux emojis, dont beaucoup de variations de couleurs de peau devraient apparaître avant le milieu de l'année 2024 et je vous les montre. Nouveauté, un emoji qui dit non avec la tête qui pivote horizontalement. Petit fun fact à propos de ces visuels, 32% de la Gen Z a déjà largué quelqu'un avec un emoji. Et oui, les chiffres sont implacables. Alors, en l'occurrence, avec ces nouveaux smileys, après c'est plus possible de la tête qui bouge horizontalement. Si l'interlocuteur n'a pas compris le message, il pourra doubler de l'emoji chaîne qui se brise. Mais bonne nouvelle, il y a aussi le symbole du phénix qui va venir dans nos téléphones portables, oiseau qui renaît de ses cendres. Tout espoir est donc encore permis. Effectivement. Alors, qui s'occupe d'intégrer ou d'exclure aussi les emojis, Jeanne? Alors, l'équivalent de l'Académie française pour les émoticônes s'appelle Unicode. C'est un consortium qui a été créé dans les années 80 par Apple et par Xerox. Ces acteurs, Google, Apple, Facebook, Netflix, se retrouvent dans 7 immeubles à San Francisco, au 611 Gateway Boulevard, puis 120 pour valider ou invalider, dans le plus grand secret, l'entrée de nouveaux emojis. Et les batailles pour y faire entrer son symbole sont parfois âpres. 53 000 €, c'est le chiffre, c'est l'argent dépensé par la Corse pour sa campagne d'obtention d'un emoji à l'image de sa fameuse tête de mort de l'île de Beauté. Il y a 5 000 € de lobbying auprès des GAFA. Il y a aussi une campagne de sensibilisation auprès du consortium. Bref, le tout correspondant à un objectif, asseoir l'image de la Corse dans le web mondial. Avec quel résultat? Pas d'emoji corsica, malheureusement, on n'a toujours pas. Bon, ça veut dire que l'emoji peut constituer aussi un enjeu économique, voire même politique dans ce cas-là? Oui, quand on sait que selon le Digital Report de Hootsuite de 2022, 80% des plus de 5 milliards d'utilisateurs de mobiles ont des smartphones et utilisent en grande majorité écrasante les emojis, eh bien l'enjeu symbolique, il est énorme. De nombreux combats ont d'ailleurs été menés et sont menés encore. L'intégration des différentes teintes de peau, elle, est intervenue en 2015 suite à une pétition signée par des milliers de personnes sur le site dosomething.org. Et un an après, la représentativité féminine des musulmanes est quant à elle au cœur du combat d'une jeune femme. Elle s'appelle Rayouf Aloumedi. Elle est âgée alors de 15 ans et c'est la créatrice de l'emoji hijab. La jeune femme, elle voulait que des millions de femmes musulmanes puissent s'identifier au symbole qu'on a sur nos téléphones. Et après avoir obtenu gain de cause et avoir travaillé avec Unicode, ce combat lui a valu de figurer parmi les 30 ados les plus influents de la planète qui figuraient en une du Time en 2017. Effectivement, il s'agit du coup, à travers les emojis, Jeanne, de donner la parole et l'image à tous, au plus grand nombre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces images, elles permettent évidemment parfois d'exprimer des choses plus facilement que le texte ou la parole parfois ne le permet. C'est la conviction en tout cas d'une organisation suédoise qui s'appelle BRIS. Elle, pour libérer la parole d'enfants victimes de violences, elle avait constitué ce petit dictionnaire d'images représentant des situations toxiques où des enfants pouvaient se trouver sans arriver à en parler au personnel enseignant ou soignant. Et en les montrant aux enfants, ils ont pu
désigner des situations qu'ils vivaient à leur domicile. Et cet accès à la voix, au sens large, a permis aussi de contourner la censure. Quand en Chine, en 2018, après la suppression du compte féministe Voices sur l'équivalent du Twitter chinois qui s'appelle Sina Weibo, eh bien, certaines femmes empêchées de témoigner d'abus grâce au hashtag MeToo avaient utilisé ces deux emojis, le lapin et le bol de riz, en effet, qui se disent à l'oral « MeToo ». En chinois, je n'ai pas l'accent exact, mais en tout cas, c'était un homophone qui échappait habilement à la détection. Donc, bref, en conclusion, pour témoigner justement de cette volonté qu'on a parfois d'ajouter des émotions ou des images au texte, eh bien, je voulais citer un homme, un écrivain, Nabokov, qui en 69 répondait dans une interview pour le New York Times à un journaliste qui lui demandait comment il se situait parmi les écrivains vivants et du passé immédiat, à quoi il répondait en 1969, j'ai bien dit. Je pense souvent qu'il devrait exister un signe typographique spécial pour un sourire, une sorte de marque concave, une parenthèse couchée sur le dos que je voudrais maintenant tracer en réponse à votre question. L'avenir des emojis avec Jeanne Dreyfus. Merci beaucoup. Et le passé aussi, surtout. Et ben voilà, toute l'histoire des emojis. Merci beaucoup. Et puis on lance tout de suite de notre côté la deuxième partie du talk. L'école du futur s'invente tous les jours sur School TV dans l'émission et en compagnie de nos invités et nos chroniqueurs. Aujourd'hui, on est toujours avec Gaëtan Le Priol de chez Quick. Quick, donc on a dit, une plateforme pour aider les élèves en français, en sciences, physique, chimie, mathématiques. Aujourd'hui, Quick, c'est combien d'utilisateurs ? Alors, actuellement, sur le site, on a 160 000 élèves qui sont abonnés. Donc là, c'est hormis, parce qu'on a aussi des phases de test. Enfin bon, c'est un petit peu plus complexe. Mais disons, voilà, en utilisateur quotidien, on est à 160 000 actuellement. Ça représente ces 450 établissements, donc en France et à l'étranger. La seule condition pour les établissements à l'étranger, c'est qu'ils suivent le programme français, tout simplement. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est-à-dire les établissements français à l'étranger essentiellement. D'accord. Mais ils travaillent aussi avec nous. Voilà. Et, donc ça grossit bien, ça fait un peu plus de 10 ans désormais qu'on existe. Ça a été racheté par le groupe Hachette Éducation il y a quelques années. Ça vous a donné un nouveau souffle, permis de toucher encore plus d'écoles et d'élèves ? Oui, forcément. On a pu aussi bénéficier des contacts, on va dire, du groupe Hachette et de leur implantation déjà bien marquée dans le milieu, tout simplement. Et puis ça nous a permis aussi, ne nous mentons pas, d'avoir un petit peu plus de budget parfois, d'avoir un petit peu plus de possibilités. Ça nous a ouvert les possibilités et ça a permis à l'entreprise de se faire un peu plus connaître, tout simplement. En maternelle, les filles sont meilleures en maths que les garçons, mais moins bonnes quelques mois plus tard seulement. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous étonne ? Alors, vous me l'apprenez. C'est vrai. Pour tout vous dire, vous me l'apprenez. Mais du coup, oui, ça m'étonne. Il y a un sujet d'apprentissage des mathématiques et de leur succès ou de la manière dont elles conçoivent cette matière à l'école, et notamment chez les jeunes filles. Ouais, je pense, parce que on est en train enfin d'évoluer. Je pense qu'on est resté pendant pas mal d'années sur le fait que les mathématiques étaient un petit peu une discipline de garçons, tout simplement. Hein. Je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur de dire les choses qu'on faisait mal avant, voilà, tout simplement. Ouais. C'est quelque chose que vous voyez, parce que je sais que vous analysez aussi les résultats, notamment les enseignants peuvent analyser le résultat des élèves. Est-ce que vous avez des statistiques, notamment sur la manière dont les filles et les garçons réussissent ou pas leurs exercices de maths ? Et autre question, vous avez une même proportion de filles et de garçons qui sont utilisateurs de votre site ou pas ? Alors, c'est des très bonnes questions. Pour tout vous dire, je ne crois pas qu'on fasse ce genre d'analyse, parce qu'en fait, tout simplement, nous, quand on demande d'inscrire les élèves, on n'a que les noms et les prénoms des élèves, mais on n'a pas leur sexe, on n'a pas plus d'informations que ça. Vous savez, aujourd'hui, en plus, avec la protection des données, c'est toujours assez complexe, donc on n'a pas finalement d'analyse de ce type, et en fait, pour tout vous dire, bon, je ne sais pas si c'est vraiment très parlant ou si ça le serait tant que ça, parce que je pense qu'on est en train d'aller dans le bon sens. Alors peut-être qu'effectivement des statistiques pourraient le prouver, mais je ne sais pas si c'est forcément chez Quick qu'il faudrait le faire. Il faudrait peut-être tout simplement le faire à l'école, à la limite. Sans doute. Ou voilà. Mais
En tout cas, chez nous, on ne peut pas, tout simplement parce qu'on n'a pas les sexes des élèves, donc on ne pourrait pas... Je vous en parle effectivement parce que c'est une peur des maths dont on parlait tout à l'heure, notamment dans la première partie du talk, qui mène à un constat, c'est la raréfaction des talents en mathématiques, qui est dangereuse. On est au cœur d'une troisième révolution industrielle, celle du numérique, de la robotique, des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Ce qu'on veut en France, ce qu'on a compris de ce que nous dit le président de la République, Emmanuel Macron, c'est essayer de produire des innovations dans tous ces secteurs-là. Justement, c'est d'ailleurs tout l'objet du programme France 2030. Le problème, c'est qu'on ne peut pas produire des innovations aussi ambitieuses ou du moins radicales sans avoir des scientifiques. Si ? Je sais pas, c'est vous qui le dites. Je sais pas si c'est uniquement basé sur l'aspect scientifique. Je pense qu'il y a aussi toute une espèce de... Déjà, il faut oser, par définition. Donc oser, c'est pas forcément que les scientifiques qui osent, je ne crois pas, en tout cas. Donc non, je suis pas persuadé que ce soit que l'aspect scientifique qui soit important. Après, oui, nous, on considère qu'à l'école, tout ce qui va être scientifique notamment, mais pas que, c'est pour ça aussi qu'on s'est lancé dans le français, par exemple, tout ça, c'est un formatage, en fait. Pour moi, on essaye d'apprendre aux élèves pas comment ils doivent être, parce que c'est pas vrai, mais plutôt une manière de penser, une manière de réfléchir, une manière d'avoir un esprit critique, etc. On développe pour moi tous ces aspects-là, et qui, après, dans un second temps, peuvent mener à certains à de grandes choses, et parce qu'ils ont osé, parce qu'ils ont une bonne idée, ils vont y aller, mais... Bon, évidemment, oui, pour certains, il faut peut-être un minimum de base, mais après, vous pouvez vous entourer de gens qui auront ces bases-là scientifiques et vous aurez d'autres qualités, quoi. Et ces exercices de français, pardon, je vous coupe, mais c'est intéressant que vous en parliez parce que c'est une nouvelle fonctionnalité chez Quick. Tout à fait. Ça s'adresse aussi à la même base d'utilisateurs, aux mêmes tranches d'âge que celle que vous avez pour les mathématiques ? À l'avenir, oui. Pour l'instant, non. Vu que c'est tout récent, on n'est que sur le niveau 6e pour l'instant en français. Sur quoi peuvent s'exercer les enfants ? En fait, on a créé des exercices nous-mêmes. Alors effectivement, oui, c'est moins parlant entre guillemets que pour les mathématiques, ou en tout cas, ça a été un petit peu plus compliqué à faire. Surtout qu'on garde l'esprit de, je vous ai dit tout à l'heure, les valeurs générées aléatoirement. Donc évidemment, en français, le mot valeur a encore moins de sens qu'en mathématiques. Mais non, du coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire varier les phrases, les verbes. Voilà, on va avoir toujours des verbes du premier groupe, par exemple, toujours des verbes du second groupe, etc. On va essayer de garder la même structure. Et après, on va les entraîner sur de la grammaire, de la conjugaison, des choses qui sont en train d'apprendre en 6e, du vocabulaire, voilà. On essaye aussi, dans un aspect ludique, vu que c'est un peu parlant, par exemple, on a fait des exercices sur le langage soutenu, le langage familier, le langage courant, et on essaye un petit peu on leur met plusieurs mots qui, en fait, peuvent rentrer dans l'une ou l'autre case, et on leur demande de bien les ranger. Donc au moins, après, derrière, ils ont conscience, si vous voulez, quand ils utilisent tel ou tel terme, de quel type de langage ils sont. S'ils sont dans le familier, au moins maintenant, ils le savent. On espère. Effectivement, on croise les doigts pour eux. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour justement personnaliser cet apprentissage en fonction de chaque élève ? Et pour la première fois, oui, justement pour créer ces exercices de français, ça a été très utile parce qu'on avait besoin de faire varier les phrases et en fait... un esprit humain a beaucoup de mal au bout d'un moment à faire varier juste des phrases qui se ressemblent beaucoup mais qui sont pas exactement les mêmes. Au bout d'un moment, nous en fait on est un petit peu limité malheureusement. Alors que effectivement l'intelligence artificielle là s'est rendu très utile. Donc ça nous a permis de faire varier nos phrases beaucoup plus simplement. Évidemment ça a impliqué qu'on fasse une vérification derrière, mais voilà, ça nous a pour le coup bien servi. C'était la première fois qu'on s'en servait. Je ne sais pas si ce sera la dernière, mais ça se passe plutôt bien pour l'instant. Vous avez utilisé laquelle ? Oui, ChatGPT. Pratique dans le milieu de l'éducation, contesté aussi par certains, mais en tout cas... Oui, alors pour juste faire varier les phrases, ça nous allait bien. Ouais. Après, voilà, comme je vous disais, on a vérifié derrière pour être sûr que ça nous racontait pas n'importe quoi, n'est-ce pas ? Et puis voilà, puis après, on a notre équipe technique qui s'assure de vérifier que tout fonctionne bien et que voilà. Et donc eux n'ont pas besoin, si vous voulez, de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, en tout cas Gaëtan Le Priol, d'avoir été avec nous aujourd'hui, nous parler de Quick. Vous êtes chargé des relations abonnés et partenariats dans cette entreprise. Merci d'être venu. Merci. Vous serez toujours le bienvenu sur le plateau de l'École du Futur. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, pour cette chronique sur ces nouveaux emojis qui nous attendent très prochainement sur nos smartphones. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'École du Futur dès 12h30 sur School TV comme tous les jours. Bonne journée.